Dans l'Amsterdam grise de l'après-guerre, le destin ne se lit pas dans les lignes de la main, mais dans les lignes de craie d'un terrain de football. Un enfant frêle, presque chétif, nommé Johan, grandit littéralement dans l'ombre monumentale du stade de l'Ajax. Sa mère y travaille comme blanchisseuse, lavant les uniformes de ceux qui sont déjà des héros, tandis que son père s'éteint trop tôt, laissant un vide que seul le rectangle vert pourra combler. Le stade devient sa baby-sitter, la pelouse sacrée son jardin d'éveil. Johan n'est pas le plus costaud, il n'est pas le plus rapide, mais il possède une anomalie génétique. Il voit des choses que le commun des mortels ignore. Sur les trottoirs pavés d'Amsterdam, il apprend l'art de l'évitement. Pour lui, le football n'est pas une question de muscles ou de duels brutaux. C'est une équation de physique pure, impliquant l'espace et le temps. Il comprend instinctivement que si vous anticipez le mouvement de l'adversaire de 2 secondes, l'appel à l'aventure prend les traits d'un homme au regard de fer, Rinus Michels. Ensemble, le maître et l'élève vont accoucher d'une hérésie magnifique, le football total. Johan devient le chef d'orchestre, le premier joueur total de l'histoire. Sur le terrain, il refuse les étiquettes. Il n'est pas attaquant, il n'est pas milieu, il est partout. On le voit redescendre chercher le ballon dans les pieds de son gardien pour, 10 secondes plus tard, conclure une action dans la surface adverse. Il ordonne, il pointe du doigt, il replace ses coéquipiers comme des pièces sur un échiquier géant. C'est une révolution géométrique, où les postes fixes volent en éclats. L'Ajax commence à dominer l'Europe avec une arrogance qui frise le sublime, remportant 3 coupes d'Europe consécutives. Cruyff, avec ses cheveux longs, son arrogance de rockstar et son numéro 14 iconique, devient le symbole de la jeunesse rebelle des années 70. Il est le John Lennon du gazon. Sous son impulsion, le football s'est... En 1973, le monde entier est à ses pieds. Mais Johan Cruyff choisit la voie de la rupture. Alors que le Real Madrid, club soutenu par le régime de l'époque, lui fait les yeux doux, il commet l'irréparable. Il refuse. Pour lui, le football est indissociable de la morale. Il choisit le FC Barcelone, un club alors en pleine crise d'identité et de résultats. Ce refus de l'appel est un acte politique pur, un séisme qui dépasse les frontières du sport. À son arrivée en Catalogne, il ne se contente pas de marquer des buts. Il transforme un club de perdants magnifiques en une nation conquérante. Il apprend le catalan en quelques mois, nomme son fils Jordi, un prénom alors interdit par les autorités, et redonne instantanément sa dignité à tout un peuple opprimé. Cruyff ne joue pas seulement pour les 3 points, il joue pour libérer les consciences. Il devient El Salvador, le sauveur, celui qui a apporté la lumière et la couleur orange. Le véritable mentor de Johan Cruyff n'est pas un homme de chair et d'os, c'est sa propre intelligence, une entité quasi divine qu'il cultive avec une rigueur absolue. Il commence à théoriser le football comme un physicien quantique étudie les particules. Sa philosophie tient en une phrase provocatrice. Le football est un jeu qui se joue avec la tête. Les jambes ne sont que des outils. Lors de la Coupe du Monde 1974, il présente au monde son manifeste. Les Pays-Bas ne jouent pas, ils l'évitent. Bien que la défaite en finale contre l'Allemagne soit un traumatisme, c'est Cruyff que l'histoire retient, pas le vainqueur. Il a montré à la planète entière que la beauté esthétique est supérieure au score affiché au tableau. Il devient le prophète de l'espace, celui qui explique avec une clarté désarmante que si vous possédez le ballon, l'adversaire est mathématiquement incapable de marquer. Son mentorat est intellectuel. Il enseigne aux joueurs qu'ils doivent courir. Le passage du seuil technique, le moment où l'homme devient mythe, arrive lors d'un match contre la Suède en 1974. Le monde découvre alors le Cruyff Turn, un mouvement si fluide, si imprévisible qu'il semble défier les articulations humaines. Dans un angle mort du terrain, Johan feinte un centre, pivote sur lui-même et laisse le défenseur adverse pétrifié, cherchant désespérément un ballon qui s'est volatilisé. À cet instant précis, Cruyff franchit la porte de l'immortalité technique. Ce n'est pas un simple dribble de plus dans une carrière, c'est une déclaration d'indépendance de l'esprit sur la matière. Il montre visuellement que le cerveau est infiniment plus rapide que le tacle le plus déterminé. Ce geste devient la signature d'une ère nouvelle. Il est le joueur le plus moderne de son siècle. Une anomalie de génie dans un monde qui commence déjà à se robotiser et à privilégier l'athlétisme pur. Pour Cruyff,
Ce demi-tour est une métaphore. Il tourne le dos au football du passé pour regarder vers l'avenir. Il prouve que la simplicité est la sophistication ultime. Ce seuil franchi, il n'est plus jugé sur ses statistiques, mais sur sa capacité à créer de l'impossible. Le Cruyff Turn devient le code source de tous les créateurs qui suivront. Ses véritables ennemis ne portent pas de crampons. Ils portent des costumes gris. Ce sont le conservatisme, la rigidité tactique et le pragmatisme froid. Lors de la finale de 1974, la magnifique machine orange se grippe. Face au réalisme allemand, le romantisme hollandais s'écrase. Cruyff est muselé, harcelé, réduit à l'impuissance. Cette défaite est une cicatrice profonde, mais paradoxalement, elle renforce son mythe de héros tragique. L'épreuve continue en dehors du terrain. Cruyff refuse de participer au mondial 1978 en Argentine, au sommet de son art, pour des raisons de principes personnels et politiques, refusant de servir de caution à une dictature militaire sanglante. Cruyff reste fidèle à sa liberté absolue, même si cela signifie ne jamais soulever le trophée suprême, la Coupe du Monde. Il prouve par ce sacrifice que son héritage ne dépend pas d'une médaille de métal doré, mais de la pure. L'approche de la fin de sa carrière de joueur est un tour de force narratif qui ressemble à une vengeance froide. Après un exil lucratif, mais mélancolique aux États-Unis, il revient aux Pays-Bas, à un âge où d'autres commentent les matchs depuis leur canapé. On le dit fini, usé, trop lent pour le rythme moderne. Il répond avec une morgue sublime, en menant l'Ajax au titre. Mais le véritable coup de théâtre survient lorsqu'il se dispute violemment avec ses dirigeants qui lui refusent une prolongation de contrat. À 36 ans, blessé dans son orgueil d'architecte, il commet l'acte de trahison le plus pur. Il signe chez le rival détesté, Feyenoord. Il le fait pour une seule raison, prouver qu'il est encore le maître du temps. Et il gagne encore. Il remporte le doublé Coupe-Championnat, transformant une équipe moyenne en championne par sa simple présence et ses instructions permanentes sur le terrain. C'est l'approche d'un homme qui maîtrise son destin et son image jusqu'au dernier souffle de sa carrière de joueur. Il ne se contente pas de jouer, il prépare son passage de l'autre côté de la ligne de touche. Il commence à diriger ses coéquipiers comme des extensions de ses propres membres. Il ne veut plus seulement être l'interprète de la symphonie, il veut en être le compositeur. L'épreuve suprême ne se joue plus avec les pieds, mais sur un tableau noir. Devenu entraîneur du FC Barcelone à la fin des années 80, Johan Cruyff doit prouver que ses idées révolutionnaires peuvent fonctionner à l'échelle d'un club mondial. Il impose un système aberrant pour l'époque, le 3-4-3. Il exige que le gardien de but ne soit plus un simple rempart, mais le premier attaquant, capable de relancer court sous pression. C'est un pari fou, qui frise le suicide tactique. Les premières années sont un combat permanent contre les sceptiques et la presse, qui crient au génie incompris ou au fou dangereux. Mais Cruyff ne dévie pas d'1 millimètre. Il bâtit sa Dream Team, pierre par pierre, recrutant des artistes plutôt que des soldats. Le point culminant arrive en 1992, dans le temple de Wembley. Le Barça remporte la première Ligue des Champions de son histoire, grâce à un but de Ronald Koeman. La récompense est le respect universel, une canonisation de son vivant. Mais elle a un coût physiologique terrible. Johan Cruyff vit avec une intensité intellectuelle qui consume ses forces de l'intérieur. En 1991, son cœur, ce moteur qui a alimenté tant de révolutions, flanche brutalement. Il subit un double pontage coronarien. La sentence est sans appel. Il doit arrêter de fumer ses éternelles cigarettes. Il doit ralentir. Il doit s'éloigner du stress du banc de touche. Sa récompense prend alors une forme plus abstraite et plus puissante. Il voit son style de jeu devenir la norme mondiale absolue. Il observe depuis sa retraite ses disciples, au premier rang desquels Pep Guardiola, reprendre le flambeau et élever ses idées à un niveau de perfection presque divin. Il devient le père spirituel du football moderne, le philosophe qu'on écoute religieusement. Sa récompense n'est plus dans ses propres trous. Le chemin du retour vers l'essence même du jeu passe par la transmission. Cruyff ne se contente pas d'avoir gagné, il veut pérenniser sa vision. Il structure la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, sur un principe qui semblait alors hérétique.
Le talent pur et l'intelligence de situation priment sur la taille et la puissance athlétique. Si vous êtes petit, vous devez être plus intelligent, répète-t-il inlassablement. Sans cette décision visionnaire, le monde n'aurait jamais connu Xavi, Iniesta ou Lionel Messi. Il rentre chez lui, partageant sa vie entre Amsterdam et Barcelone, non plus comme un employé soumis aux résultats, mais comme un oracle intouchable. On vient le consulter de tous les continents pour comprendre comment fabriquer du génie. Cruyff utilise alors son influence immense pour des œuvres caritatives à travers sa fondation, rendant au sport sa dimension humaine et sociale la plus noble. Il crée des espaces de jeu pour les enfants handicapés, appliquant sa théorie de l'espace à la réinsertion sociale. Son chemin du retour est celui d'un homme qui a compris que le football n'était qu'un prétexte pour élever l'esprit humain. Il devient le garant moral de l'Ajax et du Barça, n'hésitant pas à lancer des coups d'État institutionnels. En 2015, l'ennemi le plus implacable frappe à sa porte, le cancer. C'est son ultime combat, celui qu'il mène avec la même approche analytique et optimiste qu'un match de finale européenne. « Je mène 2-0 à la mi-temps contre le cancer », écrit-il avec cette arrogance magnifique qui ne l'a jamais quitté. Sa résurrection est médiatique et intellectuelle. Jusqu'à ses derniers instants, il continue de livrer ses chroniques acerbes dans les journaux, de critiquer le football sans âme, de défendre les créateurs contre les destructeurs. Il refuse d'être une victime. Il reste le maître de la narration. Sa mort en mars 2016 provoque un séisme émotionnel mondial qui prouve, s'il en était besoin, qu'il était bien plus qu'un sportif. Le stade d'Amsterdam est officiellement renommé Johan Cruyff Arena en son honneur. Mais sa véritable résurrection a lieu chaque week-end, sur chaque pelouse du monde. Il ressuscite à chaque fois qu'une équipe joue en une touche de balle, à chaque fois qu'un ailier tente un dribble impossible, à chaque fois qu'un entraîneur parle de gestion de l'espace et de triangle de passe. Il n'est pas mort. Il s'est diffusé dans l'air que respire le football moderne. Il est devenu une présence spectrale, mais constante. Une voix qui murmure à l'oreille des génies que la simplicité est la seule voie vers l'éternité. Johan Cruyff laisse au monde un élixir inestimable, le code source de la pensée globale appliquée au sport. Il a prouvé définitivement que le football est une science de l'esprit avant d'être une épreuve de force. Il rejoint aujourd'hui le panthéon définitif de foot héritage éternel, non pas comme un simple joueur, mais comme l'architecte suprême. Son héritage, c'est ce numéro 14 qui flotte pour l'éternité au-dessus de l'histoire. Cette idée révolutionnaire que jouer au football est très simple, mais jouer un football simple est la chose la plus difficile qui soit. Cruyff ne meurt jamais. Il est devenu l'algorithme secret qui fait battre le cœur des plus grands clubs de la planète. Sa vision a survécu au temps car elle n'était pas basée sur le muscle, mais sur la géométrie immuable de l'intelligence humaine. Si vous avez vibré devant cette épopée de l'esprit, si vous croyez que le football est un art avant d'être un business, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Et si vous